Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler des nouvelles connaissances, par exemple sur la lombalgie, mais pas que, sur la douleur en général, et les conséquences que ça a en termes de prise en charge, en termes de temps de prise en charge, parce que effectivement ça pose de vrais problèmes, le fait qu'on soit de plus en plus compétent. Et oui, contrairement à ce qu'on peut penser, plus on est compétent, plus ça prend de temps, et pas l'inverse. Et on va illustrer tout ça avec 2 cas cliniques que j'ai eu cette semaine. Donc, pour que vous compreniez mieux tous ces changements, on va être assez concret. Être concret, c'est parler par exemple de cette femme qui vient me voir, qui m'explique qu'elle a eu une cervicalgie, qu'elle a été voir quelqu'un qui l'avait pris 10 minutes, à peu près. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de prendre 10 minutes quelqu'un. Même si ça m'est arrivé, il y a quelques années, de prendre des gens 15 minutes, 20 minutes max, et parce qu'ils avaient une problématique, qu'au bout de 15-20 minutes, il n'y avait plus rien du tout, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de faire durer un petit peu plus les choses. Aujourd'hui, on ne fait plus tellement ça. Pourquoi? Parce que l'imagerie prend beaucoup moins de place et beaucoup moins d'importance dans les consultations. Et c'est ça qui a beaucoup changé ces dernières années. On s'est aperçu, avec différentes études, que ce soit sur des lombaires, que ce soit sur des genoux, des épaules, etc., eh bien, quand on passe des clichés, on va leur trouver de toute façon des lésions. Le truc, c'est que est-ce que ces lésions sont vraiment en rapport avec la consultation, avec ce qu'ils ont comme souffrance ou pas? Et la conclusion de ces nombreuses études, c'est que non, ce n'est pas forcément en rapport. Et ce qui va prendre du temps, c'est qu'il va falloir faire une convergence entre l'anamnèse qu'ils racontent, les gens, les circonstances d'apparition, etc., comment ça se passe pour eux, les examens complémentaires qu'on peut avoir effectivement à regarder, et puis un examen clinique bien conduit. C'est la convergence de tout ça et surtout la clinique qui prime. Avant, c'était pas forcément ça qui primait, on faisait plutôt des clichés, on regardait, on dit oui, voilà, c'est ça, vous avez une arthrose, c'est normal, vous avez une discopathie, c'est tout à fait normal que vous ayez des douleurs, point barre. Surtout s'il y avait une forme de sciatalgie, de sciatique, un peu bâtarde, on dit oui, bon, de toute façon, il y a un problème de disque, non, c'est normal que vous ayez mal. Ça se passe beaucoup moins comme ça. Donc sur ces clichés, on peut voir qu'effectivement, plus on vous fait des examens et plus on vous trouve quelque chose, donc évidemment c'est normal, avec l'âge, le nombre de lésions va augmenter. Par contre, quand on fait un pourcentage de gens qui ont une souffrance en fonction des classes d'âge, eh bien ça ne suit pas du tout le même chemin, il n'y a pas de corrélation entre. Donc en gros, à partir d'un certain âge, de toute façon, on va vous faire des clichés, on va vous trouver des lésions. Et ce qui a changé également, c'est que l'examen clinique, c'est pas qu'il est plus fiable, c'est qu'il a été validé. C'est-à-dire qu'avant, par tradition, on faisait des tests et puis on en tirait des conclusions. Aujourd'hui, les tests qui ne servent pas, qui n'ont pas été validés, eh bien on les fait plus. Des tests qu'on n'utilisait pas trop, eh bien on les fait. Et l'addition de ces tests nous amène à porter un diagnostic. Il était important d'évaluer ces tests de toute façon, de connaître la sensibilité du test, sa spécificité. Je vous mettrai en bas ce que c'est exactement tout ça. Et puis si c'était reproductible d'un examinateur à un autre, ce qui est important, sinon le test n'est pas très bon. Le gros inconvénient de tout ça, finalement, c'est que quand vous avez quelqu'un qui se plaint, par exemple, d'irradiation neurologique dans les jambes, ce qu'on voit quand même beaucoup, donc il y a une suspicion de sciatalgie, l'ensemble de ces tests, ça prend 10-15 minutes, voire plus. Et après, on a des formes de pédagogie, on a des autres tests qui vont nous permettre d'arriver à ce que la personne comprenne ce qu'elle a, l'accepte et fasse plus ou moins des exercices pour devenir autonome. C'est ça tout le but du jeu. Si on additionne le temps d'anamnèse, ça peut être 10 bonnes minutes, la lecture des clichés, les explications, les tests cliniques sur des cas un petit peu compliqués ou un peu flous, les exercices qu'on leur fait faire, qu'on leur montre, plus des traitements pour les soulager un peu, eh bien, on arrive quand même assez facilement à 1 heure de consultation. On peut descendre en dessous, mais très franchement, une première consultation de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ramène une pile de dossiers, en tout cas une pile d'examens, c'est pas facile. Alors, la vraie problématique auquel je ne répondrai pas, mais c'est qui a le temps de faire ça?
Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des histoires comme ça qui traînent, forcément parce que voilà, on n'a pas le temps, ou voilà, il y a une pression qui est là, clairement. En France ou ailleurs, c'est pareil, et c'est pas évident, il faut répondre à une demande, la demande est forte, et le nombre de praticiens est quand même limité par les numerus clausus, etc. Et c'est comme ça, on ne peut pas forcément faire autrement aujourd'hui, en France, ou dans la majorité des pays. Et pour illustrer ce propos, je vous donne ce deuxième exemple, qui est un patient qui vient pour une suspicion de sciatalgie droite. Il a été opéré d'une hernie discale il y a 6 mois à peu près. Il soulève quelque chose au bout d'un mois et demi, il se fait mal. Il va voir le chirurgien dit « Ah, c'est pas super, c'était peut-être une bonne idée d'avoir fait ça. IRM de contrôle, apparemment il y a peut-être quelque chose sur l'IRM. » Le chirurgien n'est pas très sûr de tout ça, il dit « Bon, je ne vous opère pas évidemment tout de suite. » Il s'était fait opérer en urgence au bout de 48 heures de douleur, donc c'est quand même des cas assez rares. Donc il l'envoie chez le kiné le soulage, pas du tout complètement, mais il soulage, il lui propose d'aller voir un ostéo en complément, ce qui est une bonne idée. Et puis là, évidemment, on va le tester, ça prend du temps. Une personne qui forcément était très active et depuis l'opération, elle l'est moins, et puis elle a peur, ce qui est normal. On a toujours un peu peur d'une récidive, quand on est passé sur des douleurs extrêmement intenses, forcément on va limiter souvent ses mouvements, on est moins en confiance, et c'est là où ça pose des problèmes. Et cette personne n'avait strictement aucun signe ou symptôme neurologique. La seule chose qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait une grosse raideur des ischio-jambiers, donc la partie postérieure de la jambe, et on lui a montré que finalement ça n'avait rien à voir avec le nerf, et il fallait juste l'activer, lui montrer quelques exercices à faire, et puis surtout qu'il ait un peu moins peur, tout simplement, à partir du moment où c'est bénin, où il ne se passe rien, qu'il est juste raide parce qu'il évite de bouger, qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui est raide de nature, qui bouge, ça va à peu près, mais quelqu'un qui est raide de nature et qui commence à plus bouger, qui commence à stresser et avoir peur, ses muscles forcément ils vont être un peu plus courts. Et lui il avait les muscles très courts, et dès qu'il se penche en avant, ça lui tirait dans les jambes, tout simplement par manque d'élasticité des ischio-jambiers. Je vous raconte pas cette anecdote pour dire le chirurgien n'a pas fait son boulot, ou le kiné a mal fait son boulot, ce qui est pas vrai. De toute façon, j'en sais strictement rien de ce qui a été vraiment dit ou fait, à partir du moment où c'est pas moi qui l'ai vécu et c'est le patient qui le rapporte. Le patient a peut-être mal compris, mal interprété, mal transmis ce qui a été dit. Donc c'est sûr que voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour arriver à la conclusion qu'il a strictement rien, ça prend du temps. Et puis deuxième patiente dont je vous parlais tout à l'heure avec ses cervicalgies, elle venait pas pour des cervicalgies, elle venait pour une douleur dans l'aine, qui méritait d'être investiguée quand même. Alors c'est là où il y a des débat et c'est pas toujours si simple. Ça méritait une investigation d'échographie, peut-être pas en première intention. En première intention, ça va être plutôt de voir quelqu'un, un kiné ou un ostéopathe qui maîtrise bien le sujet. Mais son cas était hyper simple, qu'on va résoudre en peu de temps. Moi, quand je reçois en consultation ce genre de personne qui a déjà tout fait, c'est évidemment plus facile pour nous, ça va plus vite, on a déjà évacué plein de choses. C'était pas nécessaire, mais on l'a fait, et à ce moment-là, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être serein et de trouver à peu près ce qui se passe. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur les changements théoriques de tout ça, sur les neurosciences et les mécanismes de douleur. Vous pouvez de toute façon les retrouver sur ma page Facebook Pro ou mon site professionnel que vous verrez en description dans un lien. J'y tiens un blog et il y a beaucoup de publications. Si vous voulez que ça aille vite et que vous n'avez pas envie d'attendre la future vidéo, à ce moment-là, vous pouvez lire tous les changements qui se sont faits dans des posts qui ont quelques mois seulement, donc qui sont à peu près à jour au niveau des données scientifiques. Qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? On va conclure que d'abord, les praticiens se forment de mieux en mieux pour être le plus performant possible, et ça c'est évidemment très bien. Et merci à YouTube qui nous donne des pistes pour ça, clairement. Et je remercie ici mon confrère Laurent Fabre pour la formation qu'il donne, qui est extraordinaire et qui a profondément modifié ma pratique et ma façon de voir les choses. Comme dit dans les précédentes vidéos, on fait des ateliers pour les seniors ou pour les gens entre 35 et 60 ans, où on va approfondir pas mal les choses.
sur tout ce qui a changé et tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé mentale et physique. Parce que le mental, c'est quelque chose qu'on ne parle pas suffisamment et pourtant, c'est quand même la grande base des douleurs qu'on va avoir. Et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de venir nous voir, eh bien, on va commencer à mettre quand même des vidéos sur ce site qui vont parler un petit peu de ces sujets qu'on va aborder. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!